Et si la révolution africaine la plus décisive ne se jouait pas dans les rues enflammées, mais dans les salles feutrées des ministères et des banques? Oubliez les images de foules en colère. Aujourd'hui, l'Afrique mène une révolution muette, presque invisible, qui débute non par des cris, mais par des refus obstinés et des signatures arrachées. Depuis quelques années, un bouleversement inédit secoue les plus grands pays exportateurs de matières premières. Leur dette a atteint des proportions alarmantes, exposant la fragilité d'un modèle longtemps imposé par des institutions étrangères. Mais cette fois, la riposte ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit du cœur du continent. Tout a basculé le jour où le Burkina Faso a osé dire non. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a ouvert la voie à une vague de refus des prêts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un geste qui a choqué les puissances financières, mais qui a électrisé une jeunesse avide de dignité et d'indépendance. Pour l'Occident, ce mouvement défie la raison. Qui oserait claquer la porte à l'aide internationale, au risque de l'isolement et de la récession? Mais pour l'Afrique, c'est un acte de souveraineté, un cri de liberté qui résonne de Dakar à Addis-Abeba. À chaque refus, une conviction s'affirme. Le développement ne s'achète plus, il se conquiert. Ce n'est pas une simple crise financière, ni un caprice de dirigeants. C'est le symptôme d'une rupture historique. L'Afrique refuse d'être un corps malade à soigner. Elle exige de devenir l'architecte de son avenir. Déjà, des ministres proposent de créer des fonds régionaux, de miser sur les réserves d'or, de commercer en monnaie locale. Les recettes d'hier ne suffisent plus. Les peuples réclament des solutions africaines à des défis africains. Le pari est immense. Si l'Afrique échoue, elle risque l'isolement financier, la fuite des capitaux, voire la tempête économique. Mais si elle réussit, elle brise le cycle de soumission et redéfinit sa place sur l'échiquier mondial. C'est une lutte pour le contrôle des richesses, la dignité collective et le droit de choisir son destin. Ce n'est plus seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir. La vraie question n'est donc plus « pourquoi l'Afrique dit non ?», mais « qu'est-ce qui l'a poussé à oser ce choix maintenant ?» Pour comprendre ce revirement sans précédent, il faut remonter aux origines du piège de la dette africaine. C'est là que tout commence, et que la logique de rupture prend racine. Pendant des décennies, la dette s'est imposée comme le visage du progrès. Pourtant, derrière chaque chantier financé par la Banque mondiale ou le FMI, se dissimulaient des conditions implacables. Privatiser l'eau, l'électricité, vendre les terres, rogner sur l'éducation, sacrifier la santé publique. Sous le masque de l'aide, l'Afrique s'est vue dépouillée de ses choix, contrainte d'abandonner des pans entiers de sa souveraineté. Ce piège s'est refermé dans les années 80 et 90. Les programmes d'ajustement structurel ont forcé les États à couper dans les dépenses sociales, à licencier des milliers d'enseignants et de soignants, à confier les télécommunications aux plus offrants. Les écoles se sont vidées, les hôpitaux se sont détériorés, et des millions de familles ont basculé dans la pauvreté. Loin de soigner les crises, la dette a aggravé la misère et brisé l'élan de tout un continent. Pour illustrer, prenons le cas du Bénin. Dans les années 90, sous la pression du FMI, le pays a dû privatiser ses sociétés d'eau et d'électricité. Résultat, les tarifs ont explosé, rendant l'accès aux services de base inabordable pour de nombreuses familles. C'est un exemple parmi tant d'autres où les conditionnalités ont aggravé la précarité au lieu de la résorber. Mais la dette n'est pas qu'un chiffre. C'est une arme politique silencieuse. Détenir la dette, c'est tenir les rênes du pouvoir. Tant que le FMI ou la Banque mondiale contrôlaient l'accès aux fonds, ils dictèrent les règles. Ouvrir les marchés, supprimer les subventions, geler les salaires. Derrière la façade du partenariat, l'aide n'était qu'un instrument de domination subtile et de contraintes imposées. On peut citer l'exemple du Ghana, qui, dans les années 2000, a dû accepter la suppression des subventions agricoles pour recevoir de nouveaux prêts. Cette mesure a fragilisé des centaines de milliers de petits producteurs de cacao et de maïs, accentuant la dépendance alimentaire du pays. Peu à peu, la conscience s'est éveillée. Les peuples africains ont compris que les promesses de développement étaient un piège, une dépendance soigneusement entretenue, une perte de contrôle sur leur propre richesse.
Ils ont vu que l'ajustement structurel signifiait surtout l'appauvrissement, la fuite des talents, le sacrifice de leur avenir. Rester enchaîné à la dette, c'était accepter l'effondrement des écoles, l'abandon des hôpitaux, l'économie sous tutelle étrangère. Cette mémoire douloureuse marque encore le présent. L'enjeu n'est plus seulement monétaire, il engage la dignité, la liberté, l'espoir des générations futures. La dette n'a jamais été neutre. Elle a servi à installer une dépendance structurelle, à maintenir l'Afrique dans une position de faiblesse et de fragilité permanente. Mais aujourd'hui, un vent de rupture souffle. De nouveaux choix émergent, portés par une volonté de reprendre le contrôle du destin africain. Quand les chiffres sont devenus des chaînes, l'Afrique a cessé d'attendre des miracles venus d'ailleurs. C'est au cœur de la pandémie, alors que le monde vacillait, que la vérité derrière les prêts pour la relance a éclaté. Les milliards promis ressemblaient à un baume, mais ne masquaient qu'à peine la blessure profonde de la dépendance. Tandis que l'argent affluait, les peuples s'enfonçaient, piégés par des intérêts dévorants et des conditions impossibles sans renoncer à leur souveraineté. Pour donner un exemple, lors de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays africains ont vu arriver des prêts d'urgence. Mais ces aides étaient conditionnées à des réformes structurelles, comme la réduction des dépenses publiques, ce qui a limité la capacité des gouvernements à investir dans la santé ou l'éducation en pleine crise sanitaire. Une génération nouvelle a alors ouvert les yeux. Économistes, journalistes, citoyens, tous ont compris que la dette n'était pas un moteur de progrès, mais un engrenage de domination. Désormais, sur les réseaux sociaux comme dans les universités, dette rime avec dépendance. Le décor a basculé. L'enjeu n'est plus la taille des prêts, mais la reprise du droit de choisir l'avenir du continent. Face aux vieilles recettes, de nouveaux visages s'imposent. À Ouagadougou, Bamako, N'Djamena, des leaders tels que Traoré, Goïta ou Déby Itno ont cessé de mendier. Leur message claque. L'Afrique ne négocie plus sa liberté. Ils rejettent les diktats de la Banque mondiale ou du FMI et revendiquent le droit de financer leurs projets à leurs conditions, en misant sur leur propre richesse. La rupture dépasse l'économie. Lorsque les bailleurs internationaux imposent des réformes climatiques, l'Afrique réplique « Pourquoi payer pour une crise dont elle n'est pas la principale responsable ?» Le continent n'émet que moins de 4% des gaz à effet de serre mondiaux, mais on lui somme de sacrifier ses rêves industriels et ses ressources. La colère gronde, mêlée à une lassitude face à ses exigences extérieures. Prenons le cas du Nigeria. Sous pression internationale, le pays a dû limiter l'exploitation de ses ressources pétrolières au nom de la lutte contre le changement climatique. Pourtant, cette ressource reste essentielle pour financer l'éducation, la santé ou les infrastructures. Ce dilemme illustre la difficulté de concilier impératifs écologiques mondiaux et priorités nationales. Mais cette révolution de l'esprit a ses dangers. Refuser l'argent et les modèles venus d'ailleurs, c'est choisir la voie de l'inconnu. L'histoire le rappelle. Chaque tentative d'émancipation a vu surgir de nouveaux pièges, souvent dissimulés sous des apparences plus subtiles. L'Afrique saura-t-elle briser ce cercle vicieux et forger, cette fois, un modèle vraiment autonome ? Ou tombera-t-elle à nouveau dans une dépendance repeinte aux couleurs de la modernité ? Regardons l'histoire de la Guinée, première colonie à refuser l'aide française lors de l'indépendance en 1958. En guise de représailles, la France a retiré tous ses cadres, détruit les infrastructures et organisé un blocus économique. Ce précédent rappelle que l'autonomie a un coût, mais pose aussi la question. L'Afrique d'aujourd'hui est-elle mieux préparée à affronter les conséquences de son choix ? L'heure est à la lucidité. Tourner la page de l'aide conditionnée, c'est aussi affronter une question brûlante. Refuser l'argent des autres, c'est un acte fort. Mais comment survivre, et surtout prospérer, sans ce soutien extérieur ? Pourtant, partout sur le continent, de nouvelles solutions émergent. Un autre récit s'écrit, porté par ceux qui croient encore à la force de leurs propres ressources. Et si la véritable énigme n'était pas le manque de richesse en Afrique, mais la manière dont elles ont été systématiquement détournées ? Depuis des générations, le récit dominant a figé le continent dans l'image d'une terre appauvrie, dépendante d'aides extérieures, alors que ses ressources naturelles abondent. Le problème n'a jamais été l'absence,
mais le siphonnage organisé des flux de richesses vers d'autres centres de pouvoir. Prenons le secteur minier en République démocratique du Congo. Ce pays possède la plus grande réserve mondiale de cobalt, essentielle pour les batteries électriques. Pourtant, la majeure partie de la valeur ajoutée est captée à l'étranger, lors du raffinage ou de la fabrication de produits finis, privant le pays de la majorité des retombées économiques. Un changement radical s'amorce aujourd'hui. Les nouveaux dirigeants africains ne se limitent plus à refuser les prêts conditionnés. Ils redéfinissent la destination de leur propre capital. Cela passe par la création de banques nationales solides, de fonds souverains dédiés au développement, et surtout, par la construction d'alliances régionales capables de mutualiser l'épargne et d'investir massivement sur le continent. Prenons l'exemple symbolique de l'or. Longtemps, le métal précieux était extrait, puis expédié pour être raffiné à l'étranger, laissant la valeur ajoutée s'évaporer. Désormais, au Ghana, le raffinage se fait sur place, ce qui permet de retenir les profits et de créer des emplois locaux. D'autres pays, comme la Namibie ou le Sénégal, mettent en place des fonds nationaux pour canaliser directement les revenus miniers et énergétiques vers l'économie réelle sans passer par les circuits occidentaux. Au Sénégal, le Fonds souverain d'investissement stratégique a permis de financer des infrastructures routières et énergétiques sans recourir à l'endettement externe. Ce type d'initiative marque un tournant vers une gestion endogène de la richesse. Le commerce intra-africain, lui aussi, est en pleine mutation. Grâce à un nouveau système panafricain de paiement en monnaie locale, les échanges entre voisins ne nécessitent plus de conversion en dollars ou en euros. Cette innovation réduit la dépendance aux devises étrangères, protège les économies des chocs extérieurs et favorise l'apparition de chaînes de valeur régionales plus résilientes. En Afrique de l'Est, la Communauté d'Afrique de l'Est a mis en place une plateforme de paiement régionale qui facilite le commerce transfrontalier. Résultat, les coûts de transaction ont baissé de moitié, stimulant la création de petites entreprises et d'emplois. Sur le plan structurel, des banques de développement régional voient le jour, portées exclusivement par du capital africain. Leur mission : investir dans l'industrie, les infrastructures, l'éducation, sans les conditionnalités paralysantes des bailleurs internationaux. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, bâtit une banque d'investissement qui finance déjà des projets stratégiques dans plusieurs secteurs clés. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a ainsi lancé un programme de financement des PME agricoles permettant à des milliers d'agriculteurs d'accéder au crédit, d'innover et d'augmenter leur production. Mais la transformation va au-delà de l'économie. Elle touche aussi les mentalités et les savoirs. Dans les universités, de nouvelles doctrines émergent. La décolonisation financière devient une discipline à part entière, étudiée et débattue. Les futurs économistes apprennent à concevoir des modèles adaptés à la réalité africaine et à revendiquer une souveraineté monétaire pleine et entière. Des universités comme Cheikh Anta Diop à Dakar ou l'université de Makerere en Ouganda proposent désormais des cursus en politiques économiques africaines, axés sur la gestion des ressources locales et la résistance aux modèles importés. Ce renouveau s'appuie sur l'innovation. Plateforme de financement participatif conçue pour l'Afrique, monnaie numérique nationale, services bancaires digitalisés qui incluent enfin les populations longtemps exclues du système formel. Au Kenya, M-Pesa, la célèbre plateforme de paiement mobile, a permis à des millions de personnes d'accéder à des services financiers de base, facilitant l'épargne, le crédit et même l'investissement dans des projets communautaires. Pourtant, l'enjeu reste immense. Un échec ouvrirait la voie à une nouvelle forme de domination étrangère, souvent plus insidieuse. Mais si cette transformation réussit, l'Afrique pourrait inaugurer une ère de souveraineté économique inédite, un moment où elle imposerait enfin ses propres règles du jeu. Cependant, cette conquête de l'autonomie se heurte à des résistances féroces, car ceux qui ont bâti leur puissance sur la dépendance africaine n'abandonnent jamais sans livrer bataille. La lutte pour le contrôle de la richesse africaine s'intensifie, et chaque avancée provoque une riposte. Dans l'ombre, de nouveaux obstacles se dressent, testant la détermination de ce mouvement. Construire avec ses propres briques, c'est aussi apprendre à se méfier des anciens architectes. L'Afrique, en affirmant sa souveraineté, doit affronter une contre-offensive occidentale qui ne désarme jamais. Les anciennes puissances,
craignant de perdre leur prééminence, proposent désormais des prêts à taux réduits, accompagnés de campagnes médiatiques massives. Elles mettent en garde contre le chaos et l'instabilité si l'on s'éloigne de leur modèle. En Côte d'Ivoire, la récente campagne contre la réforme du cacao, voulue plus équitable pour les producteurs locaux, a déclenché des pressions diplomatiques et des menaces de boycott des exportations. Ce bras de fer illustre la difficulté d'imposer un modèle alternatif face à des intérêts puissants. Pourtant, sur le terrain, la donne change. L'Afrique devient plus stratégique, plus prudente. Elle explore la multipolarité, déjouant la logique binaire. Au lieu de se tourner systématiquement vers l'Occident, elle diversifie ses alliances. La Chine, la Russie, les pays du Golfe, autant de nouveaux partenaires, chacun avec ses conditions, mais tous offrant une liberté de négociation inédite. Prenons le cas de l'Éthiopie, qui développe son réseau ferroviaire avec des financements chinois tout en négociant l'accès à des marchés du Golfe pour ses exportations agricoles. Cette diversification limite la dépendance à un seul acteur et ouvre la voie à une plus grande autonomie. Les exemples concrets abondent. Au Burkina Faso, une nouvelle banque postale, adossée à l'or local et non au dollar ou à l'euro, finance des micro-projets ruraux. Au Kenya, des jeunes pousses numériques collectent des fonds auprès d'investisseurs nationaux, créant ainsi des emplois sans dépendre du capital étranger. L'innovation ne descend plus du sommet, elle jaillit du tissu local. Au Rwanda, l'État a soutenu la création d'un fonds d'investissement national qui finance des start-up dans l'agriculture de précision, la santé et l'éducation, réduisant la fuite des cerveaux et valorisant les compétences locales. Cependant, cette dynamique se heurte à de vieux obstacles. L'inertie institutionnelle, héritée de décennies de tutelle, freine la prise de décision. La corruption, alimentée par des réseaux puissants, cherche à maintenir le statu quo. Dans l'ombre, des tentatives de déstabilisation et de lobbying étranger exploitent chaque revers, même minime, pour discréditer la quête d'autonomie. L'enjeu est clair. La moindre erreur de gestion peut être grossie, manipulée, transformée en preuve d'incapacité. Mais la vigilance et l'innovation deviennent des remparts. Les gouvernements réformateurs multiplient les audits, rendent leurs actions publiques, misent sur la transparence pour convaincre citoyens et partenaires. Au Sénégal, la publication annuelle des comptes publics et l'ouverture de plateformes de consultation citoyenne ont permis de renforcer la confiance et de réduire les soupçons de détournement. Ce processus de reconstruction reste fragile, risqué, mais il avance. Il exige endurance, lucidité et la capacité d'apprendre vite de chaque revers. L'Afrique n'a pas seulement besoin de nouveaux outils économiques. Elle doit forger une culture de vigilance où chaque succès et chaque échec consolident, plutôt qu'affaiblir, son indépendance. À présent, une nouvelle question se pose. Comment cette transformation profonde va-t-elle remodeler le quotidien des Africains et quels défis inédits attendent les générations à venir? La révolution la plus radicale, c'est celle qui ne demande plus d'autorisation. Ce qui se lève aujourd'hui en Afrique n'est pas une simple révolte. C'est une reprogrammation du destin. Après des décennies à négocier, supplier, accepter des conditions imposées, le continent s'autorise à écrire ses propres règles. Refuser les prêts de la Banque mondiale ou du FMI, ce n'est pas qu'un symbole, c'est le choix de ne plus laisser d'autres définir le développement africain. Derrière ce refus, il y a une vérité simple. Tant que la monnaie, le crédit et les politiques économiques sont décidées ailleurs, la souveraineté est un mirage. Chaque décision de ne pas s'endetter toxiquement rapproche du contrôle réel des ressources, des priorités, du récit collectif. La dignité ne s'achète pas à crédit, elle s'arrache, elle se construit. Mais ce tournant n'est pas sans péril. Les institutions financières occidentales ne renoncent pas facilement à l'arme de la dette. Il y aura pression, menaces, tentatives de déstabilisation. Pourtant, le refus de la dépendance n'est plus un tabou. Il devient une aspiration partagée de Dakar à Lusaka, de Bamako à Nairobi. Il faut regarder aussi la face cachée de cette révolution. L'indépendance économique suppose des défis, la maîtrise des technologies, la formation des élites, l'organisation de marchés régionaux, la lutte contre la corruption. Rien n'est garanti,
mais l'essentiel a changé. Désormais, c'est la volonté qui commande, non la peur ni la pression venue d'ailleurs. Prenons l'exemple du secteur numérique. Pour réduire la dépendance aux grandes plateformes étrangères, des startups africaines développent des solutions adaptées aux réalités locales, applications pour l'agriculture, plateformes de e-commerce en langue locale, outils d'alphabétisation numérique. Ces innovations permettent un accès élargi à l'information et à l'éducation, facteurs clés de l'autonomie future. Prendre part à cette nouvelle ère, c'est choisir, rester spectateur ou devenir acteur d'une transformation irréversible. Pour les Africains, mais aussi pour les investisseurs, les intellectuels, les diasporas, il ne s'agit plus d'observer, mais d'imaginer, de débattre, de construire. La question n'est plus « l'Afrique réussira-t-elle ?» mais « suis-je prêt à accompagner ou à freiner cette métamorphose ?» La dette n'était pas qu'un chiffre sur un écran. C'était une frontière mentale, un plafond invisible. Aujourd'hui, une brèche s'est ouverte. Le coût de la dépendance est exposé et le prix de la liberté attire plus que jamais. Ce n'est plus aux institutions de décider, c'est à chaque société, à chaque citoyen de prendre la parole. Le monde observe, parfois sceptique, parfois fasciné. Mais jamais l'Afrique n'a été aussi proche de transformer la résistance en puissance durable. La révolution silencieuse avance. Qui la rejoindra? Qui osera la questionner, la soutenir? Pour avancer, il faut des étapes concrètes. Premièrement, renforcer l'éducation et la formation technique pour doter la jeunesse des compétences nécessaires à l'innovation locale. Deuxièmement, favoriser la transparence publique et la participation citoyenne pour bâtir la confiance dans les nouvelles institutions. Troisièmement, développer des réseaux régionaux de financement et de commerce pour résister aux chocs extérieurs. Quatrièmement, miser sur la diversification économique, agriculture, industrie, numérique, afin de rompre la dépendance à une seule ressource. Ces étapes ne sont pas de simples recommandations. Elles forment la feuille de route d'une Afrique qui se veut enfin maîtresse de son destin. L'histoire l'a montré. Le Japon, dans les années 50, la Corée du Sud, dans les années 70, ont bâti leur prospérité sur une volonté d'indépendance, d'innovation et de discipline collective. L'Afrique peut suivre cette voie, à sa manière, en s'appuyant sur ses propres forces et ses spécificités. Reste une certitude. Chaque refus, chaque projet local, chaque débat public est une brique ajoutée à l'édifice d'une souveraineté retrouvée. La route sera longue, semée d'embûches, mais l'essentiel est en marche. La révolution silencieuse a commencé, et cette fois, elle ne demande ni permission ni pardon.